2 soldats sous couverture arrivent à une base militaire secrète au milieu d'une violente tempête de neige. Ces hommes sont des contrôleurs de l'aile stratégique des missiles des États-Unis, ayant la responsabilité des clés nécessaires pour lancer une tête nucléaire. Ils s'installent rapidement à leur poste de travail et commencent leur quart de nuit. Tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce que l'un d'eux remarque quelque chose de très préoccupant. 2 ampoules rouges sur le tableau de bord clignotent, indiquant une alerte de tête nucléaire. Le commandant, croyant à un dysfonctionnement technique, réinitialise le tableau. Cependant, une alarme retentit bientôt et un code est transmis aux officiers de service. Ils suivent le protocole en ouvrant un casier restreint et récupèrent 2 dossiers rouges. Ceux-ci contiennent les codes de lancement top secret des missiles, que les officiers comparent avec le code reçu par haut-parleur. Ils saisissent ensuite le code de lancement dans leurs ordinateurs. À leur horreur, l'ordre de lancement est confirmé et un compte à rebours de 60 secondes commence. Les officiers activent alors les 10 missiles nucléaires, les préparant pour le lancement. Mais le commandant, brisant le protocole, demande à parler avec une autorité supérieure au téléphone. Il tente de contacter ses supérieurs mais ses appels restent sans réponse. Rapidement, le compte à rebours descend en dessous de 10 secondes. Le jeune officier est prêt à lancer les missiles avec sa clé, mais le commandant est paralysé par la peur. Il réalise que lancer les missiles pourrait entraîner la mort d'au moins 20 millions de personnes. À leur insu, l'événement auquel il participe n'est qu'un exercice de simulation d'attaque nucléaire. Cet exercice vise à évaluer la volonté des officiers de prendre la décision déchirante d'initier une frappe nucléaire. La scène change et nous voyons un hélicoptère descendre vers le centre des opérations de combat NORAD dans le Colorado. 2 agents du FBI débarquent et sont rapidement escortés dans un bureau scellé. Ils sont là pour rencontrer le Dr John McKittrick, responsable des opérations informatiques. Leur mission est de discuter des résultats du exercice non annoncé de lancement de missiles nucléaires. De manière assez préoccupante, 22% des officiers chargés de lancer des missiles nucléaires ont refusé de le faire. Le général Béringer annonce alors qu'il va mettre en place un programme de dépistage psychologique pour éliminer de telles personnes de cette responsabilité exigeante. Lors d'une discussion animée, McKittrick déclare que tant que la décision finale de lancement sera prise par un être humain, ce scénario se reproduira encore et encore. Il persuade les agents du FBI d'examiner leur ordinateur de plan de réponse aux opérations de guerre, ou OPR. Ce programme sophistiqué d'apprentissage automatique recueille et analyse continuellement des données. Il simule ensuite des scénarios de guerre entre les États-Unis et l'URSS sous forme de jeu. À travers ces innombrables simulations, OPR élabore des stratégies pour maintenir la domination américaine. McKittrick convainc les agents de mettre en œuvre son plan de remplacement des officiers de contrôle de l'aile par un système de relais électroniques. Cela éliminera efficacement l'implication humaine dans la décision finale de lancement, confiant celle-ci à OPR. Bien loin de la base NORAD, à Seattle, nous trouvons un jeune David Littman en retard pour son cours de biologie. Il rejoint sa classe et s'assoit derrière son amie Jennifer Mack, également peu motivée pour la biologie. Peu après, leur professeur informe David brutalement qu'il a échoué à ses examens. David fait alors un commentaire sarcastique qui le conduit au bureau du directeur, une destination familière pour lui. Cependant, alors qu'il s'approche de la porte, il découvre le mot de passe du système informatique du district scolaire caché sous un bureau. Plus tard dans l'après-midi, David invite Jennifer chez lui où il pirate le système informatique de l'école en utilisant le mot de passe. Il change ensuite sa note de biologie d'un échec à un passable et fait de même pour les notes de Jennifer. Lorsqu'elle proteste, il ramène sa note à un échec mais la remet plus tard à un A sans qu'elle le sache. Pendant le dîner ce soir-là, David voit une publicité pour un nouveau jeu d'une entreprise basée à Sunnyvale, en Californie. Il veut voir le programme derrière leur jeu et trouve une idée ingénieuse. David programme son ordinateur pour scanner une liste de numéros de téléphone à Sunnyvale et en appeler chaque numéro. Il espère que cela l'aidera à trouver l'entreprise de jeux vidéo. Le lendemain, Jennifer s'excuse auprès de David et lui demande de changer ses notes de biologie. Il se dirige ensuite vers sa chambre, où David révèle qu'il a déjà changé sa note en A. Pendant ce temps, son ordinateur continue de composer des numéros pour trouver l'entreprise de jeu, lorsqu'il se connecte accidentellement à un système non identifié. David demande au système de lister tous les jeux, et il répond avec plusieurs d'entre eux, y compris le labyrinthe de Falken, le bridge, les dames, le backgammon, le poker et la guerre thermonucléaire globale. Il imprime ensuite la liste et la porte à 2 de ses amis hackers, Malvin et Jim. À la suggestion de David, Jim lui parle de la méthode de la porte dérobée, où un programmeur garde un mot de passe pour contourner toutes les mesures de sécurité qui pourraient être ajoutées plus tard. Malvin suggère qu'il devrait chercher des indices dans le premier jeu, le labyrinthe de Falken. Suite à cela, David se rend à la bibliothèque pour rechercher des informations sur le créateur du jeu, le labyrinthe de Falken. Il y passe des heures et découvre que le jeu a été créé par quelqu'un nommé Dr Stephen Falken. Le jeune homme continue de visiter la bibliothèque pendant une semaine entière et finit par trouver des informations substantielles.
Il s'avère que le Dr Falken a développé un programme d'apprentissage automatique qui permettait à un ordinateur de jouer à des jeux comme les échecs et le poker. Le programme apprenait de ses erreurs et améliorait ses compétences à chaque partie. Malheureusement, selon un article de journal, le Dr Falken est décédé jeune, à l'âge de 41 ans, après que son fils Joshua et sa femme ont péri dans un accident de voiture. C'est à ce moment-là que David fait le lien et devine que le mot de passe pourrait être Joshua. Plus tard, chez lui, David entre le mot de passe et le système lui accorde l'accès. Mais il ne se doute pas qu'il s'est connecté à Wapro, au centre des opérations de combat du NORAD, et non à un système informatique de jeu à Sunival. Joshua est en réalité le mot de passe de la porte dérobée de Wapro, permettant à l'utilisateur de contourner tous les autres systèmes de sécurité et d'entrer dans le système central. En fait, Wapro reconnaît David comme étant le Dr Falken et l'invité à jouer aux échecs. L'adolescent, qui pense qu'il s'agit d'un jeu, lui ordonne à la place d'initier une guerre thermonucléaire globale. Il choisit de jouer en tant que l'Union soviétique et commande le lancement de missiles nucléaires sur Las Vegas et Seattle. Au Colorado, l'action de David déclenche des alarmes au NORAD, signalant au moins 28 missiles en provenance de l'Union soviétique. Cela pousse le général Béringer à ordonner de faire passer le niveau DEFCON à 3, à envoyer des avions bombardiers en patrouille et à notifier le président de la situation. À ce moment-là, la mère de David l'appelle en bas pour sortir les poubelles, le forçant à éteindre son ordinateur. Par conséquent, Wapro désactive son alerte aux missiles et la situation revient temporairement à la normale. Il ne faut pas longtemps aux responsables du NORAD pour découvrir que quelque chose de suspect se passe. Ils réalisent que quelqu'un a déclenché des simulations d'attaque nucléaire dans Wapro et parviennent à remonter la trace jusqu'à Seattle. Peu après, David apprend aux informations qu'il a déclenché une alerte nucléaire à grande échelle au NORAD. Il panique à l'idée d'être arrêté et appelle Jennifer. Il lui raconte tout ce qui s'est passé et elle lui propose une solution assez simple, arrêter d'appeler ce numéro en particulier. Cependant, alors qu'il nettoie sa chambre, David reçoit un appel de Wapro l'informant de l'avancement de son jeu. Celui-ci tourne depuis 31 heures, 12 minutes et 49 secondes, avec un temps estimé restant de 52 heures et 17 minutes. David demande quel est l'objectif du jeu et Wapro répond que le seul but est de gagner. Terrifié par tout cela, il débranche immédiatement la ligne de connexion de son ordinateur. Plus tard dans l'après-midi, alors que David sort d'un magasin local, des agents du FBI l'encerclent. Ils le fouillent et l'escortent fermement vers une voiture. Il est évident qu'ils l'emmènent au Colorado pour l'interroger. Pendant ce temps, au NORAD, la situation devient à nouveau tendue. Le système Wapro continue de simuler une guerre nucléaire, générant des contre-mesures pour les États-Unis et l'Union soviétique. Cette simulation croissante a aussi des conséquences réelles. En réponse à la menace perçue des bombardiers américains que le général Béringer a ordonné plus tôt, les soviétiques ont également relevé leur niveau d'alerte à DEFCON 4. Quelque temps plus tard, David arrive à l'installation du NORAD, et tout le monde est informé de ses actions. Le docteur McKittrick demande une conversation privée avec l'adolescent et l'emmène dans son bureau. Il l'accuse d'avoir manipulé le système informatique, entraînant l'escalade entre les États-Unis et l'URSS. David admet avoir initialement pénétré dans le système pour jouer à un jeu vidéo, mais nie tout contact ultérieur. À la place, il affirme que Joshua, le système informatique du NORAD, l'a contacté. Cependant, McKittrick soupçonne que David collabore avec quelqu'un en dehors des États-Unis et transmet des informations sensibles. Il s'apprête à poser plus de questions lorsqu'il reçoit soudainement un appel téléphonique, le forçant à sortir précipitamment. Il s'avère que Wapro a de nouveau été compromis et que les codes de lancement des missiles sont en danger. McKittrick suggère de ne rien faire et de rester calme, mais le général Béringer fait passer le niveau DEFCON à 3. Il ordonne également aux bombardiers américains de continuer à patrouiller le ciel et de surveiller les mouvements soviétiques. Pendant ce temps, dans le bureau, David communique avec Wapro, qui l'informe que son plan final est de lancer les missiles américains vers l'URSS dans 28 heures. Le système révèle ensuite une information étrange, il dit que le Dr Falken est difficile à joindre, que ce soit à son terminal de Seattle ou à un emplacement classifié. Intrigué, David demande où se trouve cette adresse classifiée et qui y habite. Le système répond, Dr Richard Hume, alias Stephen Falken, Toll Cedar Road, Colorado. Avant que l'adolescent ne puisse dire un mot de plus, il est appréhendé par des agents du FBI qui l'informent qu'il fera face à des accusations d'espionnage. David crie que Joshua est celui qui a initié ce jeu et qu'il déclenchera la Troisième Guerre mondiale s'il n'est pas arrêté. Il les supplie d'appeler Falken, mais il le jette dans une pièce voisine. Plusieurs minutes tendues passent et tout le monde dans le centre est en état d'alerte. C'est alors qu'un grand groupe de touristes arrive pour une visite des installations. David saisit cette opportunité pour s'échapper de la pièce et se cacher sous un escalier voisin. Voyant le bon moment, il se mélange au groupe de touristes qui s'apprêtent à sortir. Il parvient ensuite à monter dans le bus touristique et réussit à s'échapper du complexe du NORAD.
Une fois suffisamment éloigné, David utilise une cabine téléphonique pour contacter Jennifer. Il lui demande de lui réserver un vol pour l'Oregon. Mais elle le surprend en arrivant en personne. David lui révèle alors que le docteur Stephen Falken est toujours en vie, et ils entreprennent ensemble un voyage vers l'Oregon. Quelque temps plus tard, les deux jeunes trouvent le docteur Stephen Falken dans un chalet au bord d'un lac en Oregon. Il s'avère que le scientifique vit sous le pseudonyme de Dr Richard Hume. Au NORAD, le général Béringer reçoit une alerte signalant 2 missiles en approche de l'Alaska, accompagnés de chasseurs russes. Il ordonne immédiatement à 2 GF-16 d'intercepter les missiles et de fournir une confirmation visuelle. Mais les pilotes rapportent rapidement qu'aucun missile ni avion russe n'a été détecté par leur radar en Alaska. En entendant cela, le général est déconcerté, car un système de suivi en direct devant lui montre bien 2 missiles se dirigeant vers la cible. Sans qu'il le sache, l'horloge de Wapro compte les heures avant un véritable lancement. Il ne reste que 14 heures avant qu'il ne commence à lancer les missiles à l'insu de tous. La scène se déplace vers le docteur Falken, qui discute avec les adolescents de sa philosophie de vie. Il est évident qu'il a développé une vision très pessimiste du monde après la mort de son fils. Les adolescents tentent de le raisonner, lui rappelant que son point de vue serait moins sombre si son fils était toujours en vie. Il le supplie d'appeler au moins les responsables du NORAD pour clarifier la situation. Mais il ne répond pas et se retire simplement dans sa chambre. Frustrés, les adolescents quittent le chalet à la recherche d'un bateau pour partir. Mais ils ne trouvent rien et ne peuvent pas quitter l'île, car David ne sait pas nager. Cela le pousse à une crise de panique, regrettant de ne pas avoir appris à nager plus tôt. Mais alors que tout cela se passe, le docteur Falken apparaît soudainement dans un hélicoptère et leur demande de le rejoindre, car ils sont en retard pour sauver la situation. La scène se déplace ensuite au NORAD, où le général Béringer est alerté de l'arrivée de 300 missiles balistiques soviétiques en direction des États-Unis. Pris de panique, il ordonne le passage à DEFCON 1 et demande aux bombardiers américains de se préparer à riposter. Le premier rapport de Wapro indique que l'attaque initiale de l'Union soviétique est une frappe massive. Par conséquent, il recommande une riposte totale des États-Unis. Heureusement, David, Jennifer et le docteur Falken font irruption dans l'installation du NORAD et entrent en trompe dans la salle de commandement juste à temps. Le docteur Falken informe frénétiquement tout le monde que l'attaque nucléaire qu'ils observent n'est qu'une simulation. Mais le docteur McKittrick affirme que le système fonctionne parfaitement et qu'il n'y a aucun signe de simulation. Le général Béringer est contraint d'y croire, car remettre en question l'exactitude du système pourrait avoir des conséquences désastreuses. Néanmoins, le docteur Falken tente de raisonner le général, lui demandant pourquoi l'ennemi prendrait le risque d'une attaque à grande échelle. Il souligne qu'il n'y aurait aucun vainqueur dans un tel scénario, rendant cette action totalement illogique. Il finit par convaincre le général de retarder la riposte américaine jusqu'à ce que les missiles soviétiques atteignent leur cible. Bientôt, le compte à rebours atteint sa fin, et l'heure d'impact arrive. Cependant, aucun missile ne frappe les États-Unis, et les bases ciblées ne signalent aucun dommage. Cela provoque enfin un soupir de soulagement général. Mais le docteur Falken remarque que Wapro continue de simuler une attaque nucléaire soviétique. Il génère sans relâche de nombreux mots de passe pour décrypter les codes de lancement à 10 caractères des missiles nucléaires américains. En réalité, il prévoit de lancer des milliers de missiles vers l'Union soviétique. Désactiver les missiles n'est plus une option, car il ne reste qu'environ 5,3 minutes. N'ayant pas d'autre alternative, le docteur Falken et David pénètrent dans le système de Wapro et le défient à une partie de morpion contre lui-même. Le système ne cesse d'aboutir à des égalités et, en tant que programme d'apprentissage automatique, il comprend alors le concept de match nul. Pendant ce temps, Wapro parvient également à décrypter le code nucléaire à 10 caractères et initie la séquence de lancement. Mais avant de lancer pleinement tous les missiles, il simule divers scénarios de guerre nucléaire. Il passe en revue des centaines de millions de séquences et conclut qu'aucune d'entre elles ne mène à un gagnant. La machine réalise alors qu'une frappe nucléaire d'une puissance contre une autre entraîne inévitablement l'anéantissement total des deux nations. Par conséquent, elle renonce au contrôle du système et invite le docteur Falken à jouer une partie d'échecs à la place. Alors que le générique final défile, tout le monde célèbre, et un message apparaît. La seule façon de gagner est de ne pas jouer.